Bonjour, désolée pour ces petits problèmes informatiques. Moi, je suis médecin en transplantation rénale à Lyon et je vais vous parler de devenir dégreffé dans les maladies rénales génétiques. Donc j'ai choisi, désolée parce que beaucoup doivent déjà le savoir, de reprendre quelques notions sur le fonctionnement des reins et sur le système HLA, parce que je me disais que c'était un peu difficile de comprendre si on n'avait pas ces notions initiales, mais désolée pour ceux qui connaissent déjà très bien. On a deux reins et la fonction des reins est indispensable pour vivre. Les reins permettent de fabriquer l'urine, et fabriquer l'urine, donc c'est indispensable, ça permet d'éliminer les déchets de l'organisme, de retenir les substances essentielles comme le sucre, les protéines qui ne doivent pas être éliminées, et d'adapter en permanence la quantité d'eau et d'ions dans l'organisme, parce que finalement on va avoir une consommation d'eau, de sel qui va varier tous les jours, mais à l'intérieur de notre corps, ça doit toujours être très finement régulé, donc ça c'est le rôle des reins. Donc quand les reins ne fonctionnent plus, il faut remplacer la fonction des reins, donc ça on le reverra. Et les reins font d'autres fonctions aussi qui sont un petit peu moins connues, c'est la production d'hormones et de vitamines. Et enfin vous connaissez tous la créatinine qui va être le marqueur de fonctionnement des reins et qui va permettre de suivre la fonction des reins natifs ou des reins quand on est greffé. Quand l'insuffisance rénale est terminale, c'est-à-dire que les reins ne font plus la fonction qui permet finalement de rester en vie, il faut remplacer la fonction des reins, et ça c'est l'hémodialyse ou la dialyse péritonéale, sachant que l'hémodialyse chez l'adulte est dans 85% des cas choisis. Ou alors la transplantation, qui elle va permettre de retrouver l'ensemble des fonctions des reins, à la fois la fonction de fabrication d'urine et aussi les fonctions hormonales et de création de vitamines. Donc finalement, quand on regarde pour les patients en insuffisance rénale terminale, quelles sont la proportion de maladies génétiques, là, c'est des données issues du registre français reins. Chaque année, il y a à peu près 11 000 personnes qui arrivent en insuffisance rénale terminale. Et parmi ces 11 000 personnes, la maladie rénale génétique la plus fréquente, c'est la polykystose, avec à peu près 600 personnes en insuffisance rénale terminale, donc ça fait 5%. Donc c'est relativement faible, sachant que chez l'adulte, les causes les plus importantes, c'est le diabète et l'hypertension, qui à elles deux font près de 50% des causes d'insuffisance rénale terminale, et avec d'autres complications, notamment des complications cardiaques, ce qui font des différences au moment de la greffe. Quand on regarde dans autres finalement, on a d'autres maladies rénales génétiques. La plus fréquente après la polykystose, c'est l'Alport, et les autres maladies qui sont beaucoup plus rares. Donc la polykystose qui n'est pas une maladie rare, et les autres maladies rénales génétiques qui sont des maladies rares. Quand on regarde maintenant, pas les maladies rénales qui sont responsables d'insuffisance rénale terminale, mais les maladies rénales qui vont conduire à une transplantation rénale, on voit que la polykystose est la maladie rénale génétique la plus fréquente, et ce coup-ci c'est plus 5% des insuffisances rénales terminales et 15% des greffes, donc quelque chose de plus important, et ça notamment parce que les néphropathies liées au diabète, à l'hypertension artérielle, touchent souvent des gens plus âgés avec d'autres maladies. Et quand on regarde les autres néphropathies héréditaires, on est dans 3%, dans des choses relativement rares. Donc, avant de parler du devenir avant la transplantation, il y a un certain nombre d'explorations avant la greffe pour rechercher des contre-indications à la transplantation qui sont assez peu fréquentes mais qu'il est important de détecter, et détecter le groupe HLA et la présence d'anticorps anti-HLA. Donc ça, on en entend beaucoup parler quand on est greffé. En fait, chacune de nos cellules a une carte d'identité qui permet à notre corps de reconnaître ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas, et notamment notre corps essaie de se débarrasser de ce qui ne nous appartient pas, donc ça c'est quelque chose d'important quand on a des virus ou des microbes, mais ce qui pose un problème quand on reçoit le rein d'un donneur, que notre organisme va reconnaître comme quelque chose qui ne nous appartient pas, donc d'essayer de s'en débarrasser. Il y a, je ne vais pas m'apesantir dessus, mais quand on a fait un bilan avant la greffe, après on est inscrit sur liste d'attente, donc ça c'est auprès de l'agence de la biomédecine, qui est l'agence française qui s'occupe des transplantations, et on peut recevoir le rein soit d'un donneur décédé à mettre sur liste, soit le rein d'un donneur vivant, donc de la famille ou un proche. La transplantation, donc on ne met pas le greffon à la place des reins habituellement, on le met en bas du ventre, et le chirurgien au moment de la transplantation a finalement 3 tuyaux à connecter, donc son rôle du chirurgien, une artère qui va apporter le sang du cœur vers le greffon, une veine qui permet finalement d'enlever le sang et de le ramener dans l'organisme, et l'urtère qui permet finalement de l'écoulement des urines. Donc, après cette introduction, qu'en est-il du devenir des patients transplantés? Les patients transplantés ont une meilleure qualité de vie que les patients dialysés. Ça, c'était une enquête de qualité de vie qui a été faite. Quand on est en bas, 0, c'est le moins bon score, et en haut, le meilleur score.
En bleu ciel, c'est les patients qui sont transplantés, et en bleu foncé, les patients qui sont dialysés. Et on voit que la qualité de vie dans l'ensemble des aspects est meilleure en greffe qu'en dialyse. Alors, meilleure qualité de vie, ça c'est assez intuitif parce que finalement, on s'affranchit d'un certain nombre de contraintes de la dialyse, mais il y a aussi une meilleure espérance de vie avec une mortalité qui est inférieure en transplantation par rapport à la dialyse. C'est vrai dans la plupart des cas, il y a quelques cas particuliers bien évidemment qui doivent être repérés avant. Alors, meilleure qualité de vie, meilleure espérance de vie, donc c'est pour ça qu'on essaie de promouvoir la transplantation. Cela dit, il y a un certain nombre de contraintes avec la transplantation et on garde finalement une maladie. Donc les patients greffés ont besoin de médicaments anti-rejet quotidiens parce que finalement, quand on reçoit un greffon, on reçoit des cellules qui ne nous appartiennent pas et le rôle de l'organisme, à la fois les globules blancs et les anticorps, c'est de le rejeter. Donc le rejet est maximal la première année de transplantation, donc c'est pour ça que les traitements à ce moment-là sont le plus important, mais il va poursuivre toute la durée de vie du greffon et le traitement anti-rejet va être important toute la durée de vie du greffon. Chose importante, le rejet ne signifie pas perte de l'organe, on sait qu'il y a à peu près 10 à 15% de rejets, et les rejets, notamment les rejets en début de transplantation, peuvent tout à fait être traités et maintenir une qualité de vie, maintenir une fonction de l'organe. Donc rejet ne signifie pas échec de la greffe, et il y a un certain nombre de rejets qui peuvent tout à fait être traités et traités efficacement. Donc les patients greffés ont besoin d'un suivi médical tout le long de la greffe. Le suivi est maximal la première année de greffe, de manière très régulière. Alors chez les adultes, c'est une consultation toutes les semaines, les 3 premiers mois. En pédiatrie, c'est même plus important. Puis le suivi va être allégé petit à petit jusqu'à être à peu près, ensuite, quand il n'y a pas de problème particulier, 2 à 3 fois par an. Mais il va être important pour dépister le rejet. Donc on peut voir avec la créatinine qui s'élève et aussi dépister les complications des traitements anti-rejet, parce que les traitements anti-rejet qu'on a aujourd'hui sont très efficaces, mais exposent un certain nombre d'effets secondaires. Donc les effets secondaires, c'est ça notamment. Donc notre système immunitaire nous aide à nous défendre contre ce qui n'est pas de nous, donc notamment tout ce qui est microbes, mais aussi tout ce qui est tumeur. Donc quand on prend des traitements anti-rejet, on est plus à risque d'infection et plus à risque de tumeur. Donc ça, il n'y a pas raison de paniquer plus que ça, mais ça veut dire que quand on est transplanté, la fièvre n'est pas un élément à négliger et il faut consulter plus rapidement. Et plus de risque de tumeur, c'est un peu vrai pour chacun des cancers, mais il y en a un plus particulièrement, c'est les cancers de la peau, les tumeurs cutanées. Et ça, c'est accessible à une prévention avec la prévention solaire et le fait d'avoir une surveillance dermatologique qui permet de dépister et de traiter efficacement. Et enfin, l'arrêt du tabac à tout le moment est finalement quelque chose qui va être très important pour la greffe, à la fois pour la fonction du greffon, mais aussi pour le risque de tumeur. La grossesse, finalement, chez les adultes et chez les femmes jeunes adultes, la grossesse est un élément important par la greffe et c'est un élément qui peut faire que les jeunes femmes ont besoin d'être greffées parce qu'en dialyse, les grossesses sont extrêmement compliquées, si ce n'est impossible. En greffe, les grossesses sont possibles parce que la greffe restaure en grande partie la fertilité qui est diminuée en cas de dialyse. Alors, on prend un certain nombre de précautions, les précautions vis-à-vis du greffon, parce que c'est une période, la grossesse, qui est plus à risque de rejet. Donc, en général, on recommande d'attendre 2 ans après la greffe. Donc, on s'affranchit de la période à risque de rejet. C'est 1 à 2 ans, ça dépend un petit peu des équipes. C'est au moins 1 an et idéalement 2 ans. Et il faut avoir à ce moment-là une fonction du greffon stable et pas avoir de rejet à ce moment-là. Ce qui est très important, donc les grossesses sont tout à fait possibles, c'est d'anticiper les grossesses parce que les traitements anti-rejet actuellement utilisés, notamment le Celcept, sont toxiques pour un enfant à naître. Donc c'est important de changer le traitement avant la conception. Et ça, c'est quelque chose qu'on redit régulièrement aux femmes jeunes greffées et une notion qui est très importante. Et enfin, c'est des grossesses qui sont possibles, mais qui sont des grossesses plus à risque quand on n'est pas greffé. Et ça nécessite à la fois un suivi néphrologique régulier pour être sûr qu'il n'y ait pas de rejet, mais aussi un suivi obstétrical et a fortiori, quand il s'agit de maladies rénales génétiques, un dépistage anténatal qui peut être proposé pour l'enfant à naître. Alors, qu'en est-il de la survie des greffons sur les données? On sait que la survie médiane d'un greffon, c'est à peu près 14 ans. C'est-à-dire qu'à 14 ans, il y a 50% des greffons qui ne sont plus fonctionnels et 50% des greffons qui sont toujours fonctionnels.
Alors c'est très disparate parce qu'il y a un petit pourcentage d'échecs de greffe initiale, c'est-à-dire des complications chirurgicales et qui font que le greffon ne va pas fonctionner. Donc ça c'est rare, c'est à peu près 1%. Les rejets précoces et petit à petit. Donc toujours est-il qu'à 14 ans de la greffe à peu près, il y a 50% des greffons qui fonctionnent toujours. Et le patient à Lyon qui a son greffon depuis plus longtemps, ça fait 50 ans. Donc c'est un petit record effectivement, mais de temps en temps des survies qui peuvent être prolongées. Donc environ 14 ans, ça c'est une notion qui est importante parce que quand on est greffé, quand on est jeune, quand on est greffé adulte jeune, quand on a 25 ou 30 ans, l'espérance de vie va être plus importante que l'espérance de vie du greffon. Donc ça veut dire que souvent c'est des parcours de vie qu'il faut avoir en tête quand on greffe des gens jeunes, avec des retours en dialyse et des greffes possibles. Donc on peut être greffé 2, 3, voire plus souvent dans sa vie. Et ça c'est important de l'avoir en tête même tôt parce que ça nécessite un certain nombre de réflexions par rapport à ça, et notamment pour les stratégies pour le don vivant, que réfléchissent pas mal les équipes de pédiatrie. Alors qu'en est-il de la survie des greffons? Donc, je vous ai dit 14 ans en médiane. La survie est meilleure quand on reçoit un rein de donneur vivant. Donc là, on voit à chaque fois que les courbes baissent, ça veut dire que c'est un greffon qui est perdu. En vert, c'est les donneurs vivants. En bleu, c'est les donneurs décédés. Donc on sait quand on reçoit un rein de donneur vivant que la survie du greffon va être plus prolongée. Donc ça, c'est une notion qui est importante. Enfin, j'ai choisi de ne pas développer, mais on pourra en rediscuter, quelques maladies rénales génétiques très particulières qu'on redoute quand on est amené à transplanter des personnes. De temps en temps, le diagnostic n'est pas fait et sera fait après la greffe. Et c'est des maladies rénales génétiques qui peuvent être responsables d'emblée d'une non-fonction du greffon. C'est le syndrome hémolytique et urémique atypique, donc qui sont des maladies rares. Donc quand on en fait le diagnostic, on a maintenant des traitements spécifiques qui permettent d'avoir finalement une bonne fonction du greffon. Mais ça, il faut que le diagnostic soit fait, que les traitements spécifiques soient mis en place. Donc l'éculizumab dont on a déjà parlé. Une maladie rénale génétique rare qui s'appelle le déficit en APRT, donc qui sont responsables de lithiase. Là, c'est pareil, quand on a le diagnostic, on a des traitements simples qui permettent de prévenir. Et l'hyperoxalurie primitive, qui est une maladie rare et compliquée, et pour lequel il faut réfléchir à la stratégie de greffe et probablement proposer une transplantation séquentielle ou en même temps hépatique. Donc ça, on pourra en discuter, mais c'est des maladies beaucoup moins fréquentes et qui ont une particularité en transplantation. Donc en conclusion, la greffe, pour la plupart des patients d'insuffisance rénale terminale, est le meilleur traitement. Pour la plupart, donc il y a vraiment des cas particuliers, c'est au cas par cas, mais quand on regarde en général, c'est celui qui assure la meilleure espérance de vie, la meilleure qualité de vie. La créatinine, c'est un marqueur important pour le suivi. Donc la créatinine qui s'élève, ça peut être un signe de rejet. Donc ça, c'est un élément tout au long de la vie d'une maladie rénale qui va être important. Les traitements anti-rejet sont indispensables, sinon le greffon ne peut pas fonctionner sans traitement anti-rejet, mais peuvent avoir des effets secondaires qu'il est important de dépister. C'est pour ça que le suivi médical est primordial. Bonjour, j'aurais aimé savoir si si on s'était déjà fait greffer au moins 1 ou 2 fois, si au bout d'un moment elle devient moins efficace et si elle devient moins possible. Alors oui et non, elle devient plus difficile notamment, c'est qu'à chaque fois qu'on rencontre un élément qui n'est pas à soi, on peut fabriquer des anticorps dirigés contre le système HLA. Donc notre corps fabrique des anticorps pour essayer finalement de se débarrasser de ce qu'on ne connaît pas, donc des anticorps anti-HLA. Et on sait que plus on a d'anticorps anti-HLA qui peuvent être dirigés contre des futurs donneurs potentiels, plus la greffe peut être difficile. Et on sait aussi que quand on greffe malgré des anticorps anti-HLA, on a une survie de greffon qui est moins bonne, qui est beaucoup moins bonne. Oui, la greffe, quand on est greffé une deuxième ou une troisième fois, devient plus difficile, avec une sélection de donneurs plus difficile, mais reste en théorie possible. Oui. Alors, ici. Oui, bonjour, j'aurais une question. Vous avez dit qu'au niveau des adultes, il y avait 85% d'hémodialyse par rapport à la dialyse péritonéale avant la greffe. Qu'est-ce qui fait qu'on est dans
ces cas-là. Et quand on a un enfant qui va passer par plusieurs stades, donc greffe, dialyse, est-ce qu'il y a un moment où on sera obligé de choisir l'un ou l'autre, ou que ça sera moins efficace au cours du temps? Juste pour la partie pédiatrique, je pense que le choix entre la dialyse péritonéale et l'hémodialyse va dépendre de plusieurs éléments. Le premier, c'est l'âge de l'enfant. C'est vrai qu'un tout petit, l'hémodialyse pose des problèmes d'accès vasculaire qui ne sont pas toujours évidents, donc la dialyse péritonéale peut être tout à fait intéressante, surtout si c'est un enfant qui est anurique, fait peu pipi, par rapport à une alimentation essentiellement liquidienne, donc c'est vrai la dialyse péritonéale a beaucoup d'intérêt. Elle a une certaine lourdeur, hein, bien évidemment, pour la famille, qu'il faut prendre en considération, ça c'est certain. Tout le monde n'a peut-être pas la possibilité d'assumer une dialyse péritonéale à domicile, c'est loin d'être simple. Donc le choix, il est fonction de l'âge, enfin fonction aussi du lieu de vie. Si on doit être à 150-200 km d'un centre d'hémodialyse pédiatrique, c'est quand même très 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 lourd pour l'enfant avant toute chose. Surtout si encore une fois il est tout petit et qu'il est dialysé 4 voire 5 fois par semaine, ça devient presque impossible, quoi. Donc la stratégie, elle va être fonction de ces paramètres. Je pense qu'elle est vraiment au cas par cas en pédiatrie, en sachant aussi que par rapport à d'autres pays, il y a en France un réseau de centres de dialyse pédiatrique qui est plutôt élevé. Si on compare par exemple avec nos collègues anglais, qui ont une concentration beaucoup plus importante des centres de dialyse. Et là aussi, c'est la problématique de la distance qui s'impose et qui va largement prédominer vers la dialyse péritonéale. Voilà pour la partie pédiatrique. Oui, pour faire écho à la question de mademoiselle dans le fond là-bas, et puis pour rassurer un peu tout le monde, surtout les gens qui sont en attente de transplantation, et notamment après plusieurs transplantations, plusieurs échecs. Personnellement, j'ai eu 4 transplantations, parce que j'ai des antécédents de SHUA, et donc la dernière transplantation qui a eu lieu le 11 avril 2013 à Necker s'est parfaitement bien passé. J'ai 76 de créatinine, donc voilà, donc ça veut dire que c'est au cas par cas, il ne faut pas généraliser, et ça peut très bien se passer, même en 3e ou 4e position. Voilà. Question pour Denis Morin et porte sur le choix du donneur à l'intérieur d'une famille au bénéfice d'un enfant. Les parents sont là, savent que l'enfant va bientôt avoir besoin d'un rein, ils se présentent tous les deux comme donneurs, puis il y a le grand frère qui assiste, qui a 20 ans, qui dit « mais moi j'ai appris que je pouvais être identique, être encore un meilleur donneur ». Et puis, je reçois un coup de fil de la grand-mère qui dit « enfin, vous n'y pensez pas, ma fille, c'est moi qui ai envie de donner un rein ». Bon, la question aurait pu s'adresser à Claire aussi. Comment est-ce que tu mènes cette discussion au sein d'une famille comme celle-là? Je suis certain que tu as dû rencontrer ça aussi. Heureusement, pas très souvent. Non, on essaye, c'est vrai, de développer la garde de donneurs vivants. C'est vrai que cette situation est quand même un peu exceptionnelle, hein. C'est très très sincèrement, mais ça peut se poser. Ça peut se poser, et là je pense qu'il faut vraiment avoir un bilan, j'allais dire, psychologique de la famille qui est absolument essentiel, parce que derrière cette multitude de dons, qui est absolument très généreuse et très et formidable, il y a peut-être des choses à regarder d'un petit peu plus près pour, au-delà du dossier médical, de la problématique du compage HLA, voire du compage sanguin, voire du compage HLA. Est-ce qu'il y en a un qui est à 2, l'enfant ne l'est pas, le risque etc. Donc il y a vraiment cet aspect-là, mais je crois que de façon primordiale, c'est sur le plan psychologique, bien connaître cette famille. Enfin, vraiment, je crois que c'est là que c'est l'essentiel, parce que il faut, bon, il y a ce qu'un prénom nous a montré comme cas clinique tout à l'heure, et bon, à la limite, la génétique va nous aider, mais après, quand c'est une maladie, pas de risque de récidive, etc., pas de problématique pour le donneur, je crois qu'il faut être prudent, y aller doucement, et surtout, alors après, j'ai pas la réponse complète à la question qui est compliquée, mais c'est vraiment la connaissance de la famille et voir quelle est l'organisation familiale, qu'est-ce qui est moi c'est mon sentiment, hein. Je ne sais pas si d'autres ont d'autres expériences. Bonjour à tous. Moi, je voudrais témoigner avec 2-3 mots mon cas. Je suis arrivée en France en 2002 avec ma fille à l'âge de 3 mois. Je suis arrivée en unité néphrologique à l'hôpital de Grange Blanche, dans l'unité de professeur Cochet.
Ma fille a eu une hyperoxalurie primaire, une oxalose. Elle a fait dialyser, elle s'est fait dialyser tous les jours, 3 heures par jour. À l'âge de 2 ans, en 2004, elle s'est fait greffer de foie de rein en même temps. Depuis, elle vit très bien. Maintenant, on est 13 ans, presque 14 ans après la greffe. Elle est lycéenne maintenant. Elle a très bons résultats à l'école. Elle a eu félicitations, non, elle a eu mention très bien en brevet. Elle fait la danse contemporaine au Conservatoire de Lyon, 4 heures par semaine. Et elle fait aussi la natation. Une fois par semaine, elle participe aux Jeux nationaux et européens de transplantés dialysés. Aujourd'hui, je voudrais remercier tout le corps médical et paramédical qu'ils ont aidé ma fille à vivre et moi de devenir maman comme je veux. Jamais on dit suffisamment merci. On sent sur nous qu'on n'arrive pas à sortir tout ce qu'on a sur notre cœur et notre corps. Mais aujourd'hui, je profite de cette ambiance-là pour dire merci à professeur Kocha pour son professionnalisme et son côté humain qui nous a aidés à faire ce parcours. Merci. Merci pour ce témoignage émouvant. Si vous voulez, on va continuer la session et je vais passer la parole à... J'ai une question. Vraiment très brève, alors s'il vous plaît. Oui, je voulais juste savoir par rapport aux anticorps HLA, à partir du moment où on a des anticorps dirigés contre le greffon, comment on mesure, parce que vous avez dit qu'il était possible de traiter un rejet, à partir de quand on traite le rejet, comment on décide de changer le traitement immunosuppresseur? Dans mon cas, j'ai des anticorps, on ne m'a pas changé mon traitement immunosuppresseur, du coup j'ai des questions par rapport à ça. C'est une question qui est particulièrement difficile parce que je ne peux pas rentrer dans les détails. Il y a des rejets, différents types de rejets. Il y a des rejets au début de la greffe, qui sont plutôt des rejets de lymphocytes, qui s'appellent des rejets cellulaires, qu'on sait très bien traiter. Et les rejets dont vous parlez, qui s'appellent des rejets humoraux, donc en fait où il y a des anticorps qui vont attaquer le greffon. Et ça, on n'a pas la réponse aujourd'hui exactement comment il faut les traiter. On sait que tous les anticorps ne vont pas être responsables pareil d'une dysfonction du greffon. Et on ne sait pas très bien les traiter aujourd'hui, effectivement c'est un cas qui est difficile. Il y a certains anticorps qui posent assez peu de problèmes, d'autres qui sont responsables d'une dysfonction, et on n'a pas complètement la réponse. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut maintenir un traitement immunosuppresseur, et les traitements très spécifiques, c'est vraiment au cas par cas.